Nous sommes très heureux en ce jour de cette émission pour vous présenter cette émission donc Matongué Morning, une émission de Matongué TV. Nous recevons Monsieur Benjamin Stanislas Kalombo, qui est de la Prodec que vous connaissez. La Prodec qui est donc une SBL qui date de 2007. Que pourriez-vous dire de cette association, Monsieur Benjamin Stanislas Kalombo? Oui, bonjour Monsieur Ramsès Razanzani, bonjour aux téléspectateurs. En fait, je pense que vos téléspectateurs sont habitués de me voir sur votre plateau. Donc l'association que je préside, donc la Prodec, l'association pour la promotion de la démocratie en RDC. Donc, comme le nom l'indique, on fait la promotion de la démocratie et puis c'est notre but principal. On défend les intérêts du Congo et des Congolais. Et dans ces cadres-là, on entreprend plusieurs actions, notamment du lobbying, notamment des actions en justice concernant les dossiers congolais, les violations des droits de l'homme, les violations des droits humains, principalement les droits des Congolais, donc les droits humanitaires internationaux, tout ce qui est pillage, et voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est bien vaste, il y a le pillage des ressources naturelles contre les accords léonins, vous avez aussi, vous plaidez aussi pour la souveraineté de la République démocratique du Congo, avec tous ces objets, je veux dire que vous êtes certainement des millions dans la Prodec. Pas du tout. C'est général et ça doit rassembler pas mal de personnes. Oui, enfin théoriquement ça devrait, mais bon, pratiquement on n'a pas. D'ailleurs on souffre de ça, on n'a pas beaucoup d'adhérents, des cotisants. Donc raison pour laquelle d'ailleurs on lance de temps à autre des appels de fonds et malheureusement il n'y a pas de répondant de la part de Congolais et de la diaspora en particulier. Comment des éléments si fédérateurs ne peuvent pas intéresser pas mal de personnes, puis on va venir à l'actualité de ce jour. En fait, c'est ce qui nous étonne, raison pour laquelle on essaie d'aller le plus souvent vers la communauté congolaise de Belgique principalement, et puis celle d'autres pays, ici en Occident, en Angleterre, en France et tout ça. On a fait plein de médias, mais il n'y a toujours pas l'adhésion. Bon, peut-être que vu notre façon d'agir, puisque bon, non seulement on traite le dossier congolais, mais on traite à fond. Donc ça veut dire on amène en justice des États. Des États, la Belgique, l'État belge, on l'a amené plusieurs fois devant le Conseil d'État. On attaque des offices fédéraux, des choses comme ça. Et ça fait peur. Ça, je comprends que ça fait peur aux Congolais de la diaspora. Ils pensent peut-être qu'il y aura de représailles au niveau personnel et des choses comme ça. Et c'est bien dommage parce que nous vivons dans des états de droit et ça fait bientôt 10 ans. Donc on a été inscrit en 2007 officiellement, mais on existait déjà bien avant. Bien avant, naturellement. Donc ça fait 10 ans et ma tête tient toujours sur mes épaules, donc ça veut dire qu'on est dans un état de droit. Si les États normalement, en principe, si les gens nous suivent, ils auront bien compris, dirais-je, que comme il est difficile d'amener l'État congolais en justice au Congo, nous, en tout cas au niveau de notre ONG, entre guillemets, on n'est pas subsidié. Donc, ça, je tenais à dire, vous n'avez pas de subside, voilà. Vous êtes une association de droit belge, voilà. Vous n'avez pas subsidié. C'est volontaire ou bien on vous refuse? C'est volontaire. On a reçu d'ailleurs plein de propositions, des propositions de pour votre liberté. De financement, mais bon, de subsides, on a toujours refusé. On préfère commander chez les Congolais parce qu'on ne va pas accepter un financement de l'État belge pour amener l'État belge en justice. C'est complètement aberrant. Alors si on a décidé, Monsieur Benjamin Stanislas Kalombo, de vous inviter aujourd'hui, parce que l'actualité nous parle, depuis l'adresse du 28 novembre où Monsieur Kabila, le chef de l'État, a fait l'annonce de la convocation de ce dialogue national, il y a des éléments qui nous intéressent, un aspect électoral. Et vous passez pour être comme un maître, techniquement, vous y connaissez bien, vous avez fait vos preuves, vous avez eu à participer à plusieurs conférences, on ne va pas les citer. Alors, le président, le chef de l'État, a parlé
de ce que vous avez déjà dit ici dans ce plateau il y a quelques mois, du fichier électoral, du calendrier électoral, de la sécurisation de ces élections. Qu'en est-il pour vous de cette adresse de manière générale en ce qui concerne les élections? Oui, merci pour la question. Donc, de manière générale, il a brossé lui-même le tableau, un constat assez sombre du travail que devait faire la CNI et l'État congolais, dirais-je, qui est essentiellement qui doit apporter son soutien à cette commission. Maintenant, à cette commission électorale. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est de voir combien le gouvernement congolais n'a apporté aucun soutien. Dans le budget, les budgets successifs, le budget pour les élections était de l'ordre de 200 millions, mais dans la pratique, il n'y a rien. La CNI s'est plaint et il y a eu un accrochage, si vous vous rappelez, il y a quelques mois entre le président de la CNI, enfin le vice-président de la CNI, puisque Manuel était encore à l'hôpital et voilà. Et il s'est opposé à une déclaration du gouvernement congolais qui disait que la CNI recevait un budget conséquent, mais n'a pas fait les élections. Et il y avait de l'argent qui était alloué à la CNI. L'argent alloué à la CNI n'a jamais atterri dans les caisses de la CNI. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que pendant toutes ces années, donc plus d'1 milliard de travaux non prévus dans le budget ont été exécutés, notamment des grands travaux, l'immeuble du gouvernement, des choses non prévues. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais ils n'ont rien donné à la CNI. Donc, ce qui fait que, à notre niveau, on ne comprend pas que Joseph fasse un constat pareil. Et c'est qu'il nous réjouit du reste. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis le début de sa dernière mandature? Il n'a rien fait. Donc, cela relève d'une certaine volonté de ne pas faire les élections. Ce qui constitue une violation majeure de la Constitution en soi. Alors il y a certainement ce scrutin à peine prononcé, sur ce scrutin indirect qui ne figure pas dans les textes, une affaire de grands électeurs, alors que la Constitution prévoit un suffrage universel. Que dites-vous de tout ça? Tout à fait. Bon, moi je pense que les Congolais ne devraient pas, en tout cas, s'en inquiéter outre mesure. D'autant plus que Joseph a parlé pour le compte de sa mouvance présidentielle. Il faut bien se rappeler que la mouvance présidentielle est une partie prenante au dialogue tel que défini dans la résolution. Puisque les gens se trompent et c'est dommage que les partis politiques congolais ont une mauvaise lecture des résolutions des Nations Unies. Les gens parlent du dialogue citant les accords d'Addis Abeba, ainsi de suite. Mais non, le dialogue est clairement marqué dans la dernière résolution, qui est la 2211. Et là, c'est une fait en soi, cette résolution, en ce qui concerne les élections, donc le paragraphe 19, 20 et 21, c'est une feuille de route, en fait. Dans ces trois paragraphes, le Conseil de sécurité, il faut, entre parenthèses, cette résolution est contraignante, il faut dire, pour le gouvernement congolais. Ça, c'est bien. Et dans les trois paragraphes, on voit bien l'enchaînement, puisque j'ai participé aux travaux préparatoires au mois de mars à New York. Donc, quand vous voyez l'agencement de ces paragraphes, c'est toute une feuille de route. Et c'est dommage que les autres partis politiques... Le seul parti qui a un peu suivi, c'est l'UDPS, mais il s'est fourvoyé quand il s'est borné à présenter toujours sa feuille de route. Or, là, il y a une base légale au niveau du droit international qui est là. Donc, c'est toute une feuille de route, les trois paragraphes, où on dit, parce que ma démonstration essentielle pendant les travaux préparatoires, c'était de démontrer qu'au fait, la CNI, c'est un appendice du cabinet de Joseph Kabila. Raison pour laquelle cette résolution reprend un tout petit peu ce qui a été écrit dans la résolution, je crois, 2136 et 2147 de 2014, dans le paragraphe 19 et 20, là, le Conseil de sécurité ignore tout à fait l'existence même de la CNI, puisque la CNI fait partie du cabinet de Joseph. Donc, ça veut dire que tous ces deux paragraphes s'adressent directement au gouvernement congolais, lui disant, voilà, il faut tout faire pour donner les moyens à la CNI, pour garantir des élections équitables, pour garantir la sécurité pendant le processus électoral. Et dans le paragraphe 20, là, le Conseil de sécurité recommande, en tout cas, le dialogue politique pour que
que ce soit le calendrier, que ce soit le budget à voter, soit fait de manière consensuelle entre différentes parties prenantes au processus électoral. Et au paragraphe 21, là, c'est carrément le Conseil de sécurité donne mandat à la MONUSCO pour apporter son soutien logistique. Et ce soutien est conditionné par le respect par le gouvernement congolais de 2 précédents paragraphes, en fait. Oui, mais il est vrai que la CENI figure bien dans la Constitution, c'est-à-dire que ce sont des institutions d'appui à la démocratie. Le titre 5 de la Constitution régit bien le fonctionnement de la CENI. Et pourquoi, à votre avis, le Conseil de sécurité, comme vous le dites ici, n'en a pas tenu considération? N'a pas tenu considération parce que la CENI, telle que structurée jusqu'à aujourd'hui, la présidence de la CENI, puisque bon, Malumalu a démissionné il y a pas longtemps, enfin on dit qu'il a été démis de ses fonctions. Malumalu c'est un expert. On a démontré au Conseil de sécurité que Malumalu est un expert du bureau d'études stratégiques de la présidence de la République depuis 2003. Il n'a jamais démissionné de ses fonctions-là au sein du cabinet de Joseph. Donc quand on prend un monsieur comme ça, qui cumule les deux fonctions, on comprend bien qu'il reçoit des ordres au niveau du cabinet présidentiel. Ça c'est de 1. Et puis de 2, point de vue opérationnel même au niveau de la CENI, qu'est-ce qu'on voit? Actuellement, donc, tout ce qui est opération électorale sont faites et managées au niveau du secrétariat exécutif, l'ancien bureau national des opérations. Et c'est lui qui dirige actuellement le secrétariat exécutif et dans le passé le bureau national des opérations, c'est Maître Flavien Missoni, qui, entre parenthèses, c'est le cousin de Malumalu. Ce monsieur est aussi un expert du bureau d'études stratégiques de la présidence. Donc vous comprenez bien que face à une telle démonstration, on a fourni plein de documents internes qui ont fini par convaincre les membres permanents du Conseil de sécurité que la CENI, en fait, les élections, en fait, au final, j'ai conclu par dire que la CENI, c'est comme, comment j'allais dire, c'est une institution technique, comme dans tout pays, dans les pays normaux où les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, mais là, au Congo, on dit que c'est une institution indépendante, c'est faux. C'est une institution qui fait partie de l'exécutif, en fait. Voilà, il y a eu cette adresse du 28 novembre. L'ultimatum de l'UDPS a, semble-t-il, naturellement reçu écho. Et l'UDPS, on apprend des heures après ou des jours après, l'UDPS ne voudrait plus de ce dialogue. Quel est votre regard en tant que citoyen ou en tant que spécialiste de ces élections? Oui, mais je pense que l'UDPS a bien fait, mais bon, l'UDPS a précisé, je pense qu'elle ne veut pas des élections telles que présentées par Joseph. Ce dialogue tel que présenté par le... Parce que quand on lit l'ordonnance, d'abord le discours de Joseph Kabila, où il a parlé des élections, il a dit que voilà, pour lui, donc comme il y a des difficultés majeures au niveau du calendrier, et comme il n'y a pas de budget, donc il faut penser à organiser des élections moins coûteuses, en faisant des élections par voie indirecte. Donc là, on suppose qu'il vise d'abord l'humain, enfin sa propre reconduction. Donc, moyennant, pour y arriver, il faut modifier la Constitution. Donc, dans la foulée, probablement qu'ils vont toucher l'article 220 et augmenter le nombre du mandat en cours et organiser les élections présidentielles par voie indirecte. Ça veut dire en maintenant le Parlement en place ici et puis les parlementaires ou je sais pas au niveau de sénateurs ou je sais pas comment ils vont faire pour qu'ils votent le président comme aux États-Unis via les grands électeurs. Mais bon, bref, l'UDPS a bien fait la nuance qu'elle ne refusait pas les élections, mais pas les dialogues, mais qu'elle voulait toujours un dialogue tel que prescrit par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça, on salue, en tout cas au niveau de la PRODEC, cette lecture en tout cas de l'ordonnance
et de... Il y a M. Saïd Djinnit, c'est le représentant spécial, envoyé spécial de M. Ban Ki-moon, qui est au Congo, qui travaille là-dessus. Il n'est pas encore facilitateur pour ce dialogue. C'est une personnalité algérienne de haut rang qui sait comment manager toutes ces choses-là. Vous pensez qu'avec des personnalités telles que M. Saïd Djinnit, est-ce que nous serons capables d'ici quelques mois à organiser en fait ces élections techniquement, vous qui connaissez très bien les élections? Est-ce que techniquement c'est encore viable et c'est encore possible? Oui, techniquement, les élections, vu le temps imparti, donc il restera au total maintenant environ 12 mois, ou 11 mois. Un peu moins de 12 mois. Un peu moins de 12 mois, disons. Techniquement, c'est toujours possible puisque le gros du travail, c'est au niveau de l'enrôlement des électeurs. Puisqu'il faut dire, tout le monde l'a constaté, et Kabila est le premier d'ailleurs, que le fichier électoral tel que présenté maintenant est complètement indifférent. Ouais. Donc il faut refaire à zéro le fichier électoral. Et pour s'y faire, donc, vu le temps imparti, il faut augmenter les moyens. Donc en augmentant les moyens, en multipliant le budget et en visant, enfin il faut dire d'abord qu'on est dans le cadre de la résolution 2211 qui ne recommande que l'organisation de 2 élections. Législatives et présidentielles. Oui, vu le temps imparti, vu le manque de budget, c'est les 2 élections qui sont, selon la lecture du Conseil de sécurité, impératives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut voter un budget, donc de manière telle que je l'ai démontré d'ailleurs lundi à la réunion qu'on a eue avec le représentant spécial de l'administration américaine, donc M. Thomas Perello. Il m'avait posé d'ailleurs la même question. Ici à Bruxelles. Ici à Bruxelles, oui. Et je lui ai répondu ce que je suis en train de dire là, que les élections sont toujours, peuvent être organisées dans le délai constitutionnel en augmentant le budget et en faisant le calcul à rebours. En augmentant le budget. En augmentant le budget pour tout ce qui est achat de machines, puisqu'il faut refaire l'enrôlement des électeurs. Mais dont on parle. Estimer et faire une bonne estimation, enfin au niveau de la PRODE qu'on a déjà tout fait, plus ou moins un calendrier, une simulation. Donc en augmentant le budget à mettre pour l'achat des kits électoraux pour enrôler les électeurs, en augmentant le budget nécessaire pour payer le personnel qui va s'occuper de tout ce qui est de toutes les phases des opérations. Et c'est largement possible. C'est comme, pour... Mais cela revient à dire, il n'y a pas d'argent, en face on dit qu'il n'y a pas d'argent. Cela revient à dire qu'il faudrait qu'il y ait un financement international. Mais pour le financement international, il est clairement dit par le texte, l'adresse du 28 novembre du chef de l'État, que la communauté internationale doit avoir un rôle un peu plus atténué. Or, il y a un vieil adage qui dit que celui qui paye a la main dessus. Alors, que pensez-vous? Non, c'est faux. Hein, c'est faux quand Joseph Kabila a dit... Pour l'instant, concrètement, il y a environ 500, il parle de 500 millions de disponibles. Oui. Quand on fait le calcul en gros, qu'est-ce qu'on remarque? Le budget tel que présenté par la CENI au départ, ce budget était basé sur un nombre d'électeurs complètement aberrant. Un budget établi sur dans les 300 millions d'électeurs. Or, dans ces 300 millions, selon notre estimation fondée, en tout cas sur un rapport d'électeurs, oui. Selon notre estimation fondée sur un rapport partiel de la société belge des tests, d'ailleurs, qu'on a traîné en justice, et qui nous a traîné en justice, donc on est en train de se battre. Vous êtes en justice. Voilà. Donc, cette société avait produit un rapport partiel le 3 août 2011, dans lequel il y avait, pour 4 provinces, hein, c'était un rapport partiel pour 4 provinces, et le nettoyage du fichier de ces 4 provinces n'était que partiel aussi. Donc, dans ce rapport, on avait environ 3 500 000 doublons, donc ça veut dire faux électeurs. En faisant une simple projection sur les 11 provinces, on arrive à un chiffre faramineux de 9,8 millions de faux électeurs. Ça fait une affaire de 1/3 du corps électoral qui est complètement fictif. Dans ces nombres, en fait, il y a des vrais faux et des faux doublons à soustraire. Hein. Mais je parle de manière globale, c'est le chiffre qu'on a. Maintenant, quand vous enlevez le nombre, puisque le budget des élections, ça vos téléspectateurs doivent bien comprendre, est fondé sur le nombre d'électeurs.
c'est pas à partir du nombre d'électeurs qu'on peut projeter le nombre d'achats, enfin, on peut estimer le montant qu'il faut pour acheter des bulletins, des bulletins électoraux. Le budget est un peu plus bas que ce qui est annoncé. Voilà. Donc, comme il y a près d'un tiers de faux électeurs théoriquement, ça veut dire qu'il faut déjà réduire ce budget d'un tiers. Donc, vous comprenez que depuis toutes ces années, il y a une grosse magouille qui se passe au niveau de la CENI par rapport au nombre d'électeurs fictifs. Donc, tout est complètement faux, en fait. Comme une surfacturation. Tout à fait. Maintenant, si on fait une bonne estimation du nombre d'électeurs à enrôler, et c'est à partir de ce nombre d'électeurs à enrôler qu'on peut faire un bon budget pour les élections. Et là, comme il ne s'agit que de deux seules élections, des deux élections à organiser. Déjà, avec 500 millions, selon moi, avec les 500 millions qui sont déjà dans la caisse. Donc, il y a déjà moyen de faire une bonne partie des opérations électorales et demander, je crois, une affaire de 100 millions ou quelque chose comme ça de réserve, on aura des élections. Tout ce que Joseph Kabila a dit là, c'est vraiment de l'aberration la plus totale. Monsieur Benjamin Stanislas Kalombo de la Prodec, nous arrivons au terme de cette émission parce que c'est juste l'actualité qu'il nous fallait débattre. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux électeurs, aux Congolais qui, je sais très bien que vous êtes dans une ASBL qui défend, vous l'avez dit, la violation des droits humains, les pillages des ressources naturelles, contre les accords léonins, la souveraineté du territoire. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour que les gens soient un peu plus politisés, qu'ils aient un peu plus d'idéologie, parce qu'avec même eu un débat, les gens adhèrent politiquement, mais sans idéologie. Comment vous pouvez expliquer que les Congolais sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus de réflexes tribaux que de réflexes vraiment politiques ou idéologiques? Mais ça, je pense que c'est un travail à faire au niveau non seulement des partis politiques, mais aussi au niveau de la société civile. Parce que quand on voit bien que la plupart de ces partis politiques, vous voyez un parti comme l'UDPS, à sa base au niveau du Kasaï, le MLC, la base à l'Équateur, le UNC, la base dans les Kivu, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est dommage. Donc ça veut dire que le travail de conscientisation de la population en termes de projets de société n'a pas été bien fait. Et je ne sais pas, hein, il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons endogènes et exogènes aussi, puisque les sociétés africaines à la base se construisent toujours autour du chef. Hein. Donc comme le chef est de telle province, et puis il essaie de s'entourer le maximum des gens de chez lui, et ces gens ainsi de suite qui cherchent des adhérents. On peut trouver des raisons comme ça, mais non, il faut dire aussi que les partis politiques au Congo sont loin d'être des modèles de démocratie aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef est là, le chef, le gourou qui est là, c'est son parti. De son parti. Donc il tient son parti d'une main de fer avec tout son entourage, et ça fait que, pour rester dans la question que vous avez posée, donc il tient les manettes avec son entourage, et les autres membres du parti, s'ils sont d'autres provinces, ils auront de toute façon du mal à émerger. C'est un cercle vicieux, puisque s'il y a une élection interne, la majorité des gens qui sont habilités à voter sont de la province, toujours du chef. Donc, raison pour laquelle tous ces partis tourneront toujours autour de leur province, et ils peuvent compter qu'avec cette base-là. C'est un autre débat idéologique. Voilà. On aura l'occasion certainement de vous appeler. Nous sommes à la fin. Nous avons donc reçu M. Benjamin Stanislas Kalombo de la Prodec. Merci à vous d'être nombreux à nous suivre sur Matongué TV, Matongué Morning, une émission de l'ensemble de la rédaction de Matongué TV. Merci et à la prochaine. Merci à vous, M. Benjamin Stanislas Kalombo. Au revoir.